Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'unité 731. Alors, certains d'entre vous savent sûrement déjà ce que c'est que l'unité 731. Pour les autres, eh bien, je vous invite à ne pas manger pendant cette vidéo, puisqu'en effet, nous allons sombrer dans l'horreur la plus totale très rapidement. Vous allez voir que cette histoire est digne d'un film d'horreur, voire d'une théorie du complot, et pourtant, elle est bien réelle. Bon, vous êtes prêts à plonger dans les abysses de l'humanité? Eh bien, c'est parti pour l'unité 731, sur Tout est bon, dans le Japon. L'unité 731, ou Nanasanichi Butai en japonais, était un centre de recherche militaire qui donnait dans la prévention des épidémies et la purification de l'eau. Bon, un truc cool quoi. Sauf que non, puisque l'unité 731 était un centre de recherche bactériologique bâti dans le seul et unique but de créer des armes bactériologiques, donc logiques, mais aussi de tester la résistance du corps humain à travers des expériences absolument abominables jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors bien sûr, spoiler, mais les cobayes étaient des cobayes humains. L'unité 731 fut implantée à Pingfang, proche de la ville de Harbin, au Manchukuo, en 1936, sous mandat impérial. Donc cette unité était connue au plus haut niveau du gouvernement, bien sûr, sachant que des films ont même été faits sur les expériences. Le premier ministre Hidekito Ojo et le prince Takahito Mikasa, le plus jeune frère de l'empereur Hirohito, ont tous les deux vu les films en question. Et quant au prince Tsuneyoshi Takeda, le cousin de Hirohito, il a lui-même visité le camp en qualité d'officier de l'armée de Guandong. L'unité 731 a en fait pris le relais de l'unité Togo, construite à Beiyinhei en 1932, qui ne put rester bien longtemps secrète suite à l'évasion d'une douzaine de prisonniers chinois. Et suite à l'expansion du Japon, d'autres unités virent le jour dans d'autres villes conquises par le Japon. Parmi elles, on retrouve Nankin, bien évidemment, l'unité 1644, ou encore Pékin, l'unité 1855, Kikihar, l'unité 516, Xinjiang, l'unité 8604, et enfin Singapour, l'unité 9420. Mais c'est bel et bien l'unité 731 qui restera le plus tristement célèbre, puisque toutes les autres unités citées auparavant ne lui étaient que rattachées. L'homme qui menait d'une main de fer l'unité 731 s'appelait Shiro Ishii, un éminent bactériologue sadique et complètement cinglé, le genre de savant fou psychopathe qu'on pourrait tout à fait retrouver dans un film, comme Human Centipede par exemple. Mais Human Centipede n'est rien à côté de l'unité 731. Shiroishi et sa fine équipe auraient entrepris des expériences sur les êtres humains en début d'année 1932. Les cobayes étaient tout d'abord des prisonniers condamnés à mort, des détenus de la prison de Harbin ou des résistants capturés par la Kempeitai, la police militaire japonaise. Par la suite, les cobayes comptaient aussi des soldats chinois, des communistes russes, des intellectuels, des ouvriers agitateurs ou encore des gens tout simplement soupçonnés d'être déloyaux. Puis lorsque l'unité Togo devint l'unité 731 en 1936, les cobayes comptaient également des femmes et des enfants à qui on distribuait du chocolat qui contenait la bassie du charbon. Enfin, les cobayes comptaient aussi des prisonniers de guerre, bien entendu, notamment, vous l'aurez deviné, des Américains, qui étaient détenus au camp de Mukden. Les cobayes étaient appelés maruta, ce qui signifie bûche de bois en japonais, tant et si bien que les paysans qui vivaient autour de l'unité 731 étaient persuadés que l'unité n'était qu'une simple scierie et que les cobayes acheminés à Pingfang n'étaient que des bûches de bois. Dès leur arrivée à l'unité 731, les cobayes se voyaient assigner des numéros et n'étaient alors dès lors plus considérés comme des êtres humains. Cette partie va être très dure. Je préfère vous prévenir. Les expériences menées au sein de l'unité 731 consistaient à inoculer aux cobayes toutes sortes de maladies, telles que la peste, le typhus, le choléra ou encore l'anthrax. Et ce bien sûr sans anesthésie, pour savoir l'effet qu'auront ces maladies sur le corps humain. Dans les cellules, on pouvait voir certains cobayes avec les membres pourris, les os sortant de leur chair noire nécrosée. D'autres hurlaient de douleur, suant de fièvre. Certains avaient le corps gonflé, tandis que d'autres avaient le corps squelettique recouvert de blessures et de cloques. Ils étaient ensuite soumis à une vivisection. On les ouvrait vivants afin de constater les dégâts de la maladie sur leur corps. Et ce bien sûr sans anesthésie, car celle-ci pouvait potentiellement altérer l'expérience. Au-delà d'inoculer des maladies, d'autres expériences étaient également menées au sein de l'unité 731. Certains détenus étaient bouillis vivants ou brûlés au lance-flammes, tandis que d'autres étaient congelés. Pour cela, on les jetait dehors en plein hiver en les aspergeant d'eau glacée, afin de voir à quel moment le corps humain allait lâcher ou à quel moment le corps humain allait devenir aussi cassant qu'une chips. D'autres expériences étaient de les électrocuter, de les soumettre aux rayons X jusqu'à ce que leur corps lâche. Et si par miracle les cobayes survivaient aux expériences qu'on leur infligeait, eh bien on les soumettait à d'autres expériences jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais ce n'est pas tout, puisque du sang de cheval ou bien de l'eau de mer était parfois injecté aux victimes, certains étaient également déshydratés, voire momifiés vivants. On les desséchait jusqu'à ce qu'ils ne pèsent plus qu'un cinquième de leur poids et ne meurent. On testait aussi sur les détenus l'effet du cyanure d'hydrogène, d'acétone et de potassium. Certains également étaient privés de sommeil ou de nourriture
jusqu'à la mort, tandis que d'autres subissaient des expériences de décompression. Et enfin, une dernière expérience était de foutre un cobaye vivant dans une centrifugeuse géante. Tout un tas de petites gaietés donc qui ont causé la mort de près de 580 000 personnes entre les expériences en laboratoire et les armes bactériologiques. Mais accrochez-vous, car ce n'est pas fini. Outre les expériences sur les maladies que j'ai citées précédemment, il faisait également des expériences sur les maladies sexuellement transmissibles, dont la syphilis. Pour cela, ils injectaient la syphilis à des détenus hommes et les forçaient à violer des détenus femmes pour leur refiler la maladie. Et s'ils refusaient, ils étaient bien entendu exécutés. Et certains chercheurs violaient également les détenues femmes afin de les mettre enceintes, puis de leur injecter la syphilis pour voir si la maladie se transmettrait de la mère à l'enfant. Les bébés et les enfants étaient ensuite avortés de force ou assassinés. Aucun bébé ni enfant n'a survécu à l'unité 731. Si les détenus hommes étaient victimes d'expériences bien précises, les détenues femmes, elles, pouvaient aussi bien servir de cobayes pour des expériences bactériologiques, physiologiques ou sexuelles, voire même tout simplement de défouloirs sexuels. La question qu'on peut se poser, c'est comment le personnel de l'unité 731 en est arrivé à commettre des actes aussi horribles alors qu'ils étaient à la base bien des gens comme vous et moi, voire bien souvent des étudiants en médecine à qui on promettait un parcours bien plus bref s'ils passaient par l'unité 731. Et pour répondre à cette question, je vous propose le cas Yoshio Shinozuka qui a opéré au sein de l'unité 731. Il est un des rares tortionnaires à avoir décidé de témoigner. Yoshio entre dans l'armée impériale japonaise à seulement 16 ans et il est presque immédiatement muté à Harbin. À son arrivée, on lui dit que cet endroit est un département militaire spécial que même les avions japonais n'ont pas le droit de survoler. La règle au sein du lieu, elle est toute simple. Ne regarde pas, ne parle pas et ne demande rien. Si par malheur il tentait de fuir, c'était l'exécution. Yoshio est ainsi pris au piège. Il s'aperçoit ensuite que le campement compte plusieurs départements, dont 2 bâtiments invisibles depuis l'extérieur et hautement sécurisés. En 1939, le boulot de Yoshio, c'est de mettre des préparations dans des tubes à essai, sans même savoir ce que c'était, et de disposer ces tubes à essai dans 2 grandes boîtes. Et les préparations, vous le savez, contenaient en fait des bactéries telles que, par exemple, le typhus. En juillet 1941, Yoshio est admis dans l'équipe chargée de la culture du virus. En 1942, on lui octroie le laissez-passer pour les mystérieux bâtiments 7 et 8, où étaient détenus les cobayes. Si auparavant Yoshio avait déjà fait des expériences, vivisection et autres, sur des animaux, c'est maintenant sur des êtres humains qu'il va réitérer ces expériences. Et quand on lui demande ce qu'il ressent aujourd'hui, voici ce que Yoshio répond. Toutes les excuses du monde sont dérisoires par rapport à ce que j'ai fait. Je suis responsable de la mort de 5 personnes. Le plus dur, ce furent les vivisections. Le souvenir de ces scènes atroces ne me lâche pas. Les prisonniers dont je me suis chargé étaient des prisonniers chinois, en général des personnes intelligentes, des leaders. J'ai pratiqué ma première expérience de vivisection sur un chef chinois que nous avions exposé au virus de la peste. Aujourd'hui encore, je revois son visage. Il était si dur et fier. Il exprimait tant de haine. C'était insoutenable. Yoshio est fait prisonnier dans les camps chinois en 1952 et il est alors frappé par les conditions de détention. Puisqu'en effet, alors que les Chinois mouraient de faim avec seulement à peine un bol de riz par jour, les détenus, eux, en avaient un à chaque repas. Yoshio dit avoir été matrixé par le système de propagande impériale japonais et son traitement en prison lui a largement ouvert les yeux. À son retour au Japon en 1957, il va immédiatement dénoncer les agissements de l'armée japonaise, dégoûté par ce qu'il a vu et fait. Vers la fin de la guerre, l'unité 731 envisage l'opération Cerisier en fleurs dans la nuit, visant à infecter la région américaine de San Diego par le biais d'insectes porteurs de pathogènes. Et bien évidemment, vous le savez, l'opération ne vit jamais le jour du fait de la reddition du Japon. Les Américains ont eu chaud. Mais d'autres opérations de ce genre ont bel et bien eu lieu sur des villages chinois non annexés par le Japon. Ils injectaient la peste et le choléra dans des puces avant de les larguer par avion dans des petits contenants en porcelaine. Les 10 contenants au contact du sol éclatent et libèrent les puces qui propagent alors la maladie. Les 9 et 10 août 1945, la Mandchourie et la Corée sont envahies par l'armée soviétique. Ça sent le sapin bien évidemment, alors Shiroishi reçoit l'ordre de détruire entièrement l'unité 731 avant l'arrivée des Russes. Ils font alors tout péter sauf un bâtiment par manque de temps et fusillent tous les prisonniers
à la mitrailleuse. Quant au personnel de l'unité, eux, ils sont évacués en Corée du Sud et on leur donne une dose de poison pour pouvoir se suicider en cas de capture par l'armée soviétique. Bon, pour ce qui est de Shiroishi, hein, bien évidemment, il sera condamné à mort pour crime de guerre une seconde, non, on me dit dans l'oreillette qu'en fait, il a fait un accord avec le général MacArthur. Il a refilé toutes les données scientifiques qu'il avait accumulées aux États-Unis en échange de son impunité. Il ne sera donc pas jugé au tribunal de Tokyo. Et voilà, il mourra d'un simple cancer de la gorge en 59 à l'âge de 67 ans. Alors évidemment, il y a eu pas mal de négationnisme autour de l'unité 731, comme pour le massacre de Nankin. D'ailleurs, le Japon n'a reconnu l'existence de l'unité 731 qu'en 2002. Alors évidemment, certains membres de l'unité 731 seront jugés, mais malheureusement beaucoup trop peu. Aujourd'hui, eh bien, l'unité 731 est un bâtiment restauré, musée témoignant des atrocités qui y ont été commises. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout malgré la dureté des faits. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien lâchez vos plus beaux pouces bleus. Abonnez-vous bien entendu si ce n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo tout autour de vous sur les réseaux pour aider la chaîne un maximum. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Janet.